Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été entre vous et moi. L'occasion de retrouver Antoine Duléry, comédien et humoriste qui nous parle de son rôle phare dans Camping, que vous avez adoré, Polo Gatineau évidemment, et puis son amitié indéfectible avec le grand Johnny Hallyday, pudique, simple, authentique. Également le négociateur professionnel, Marwan Méry, qui revient sur cette affaire troublante, l'affaire Daval, cet homme qui avait menti devant toutes les caméras après la disparition de sa femme. Il avait menti, mais pour cacher quoi? Également le roi du polar, Franck Tillier, qui nous explique qu'ado, il adorait se faire peur avec les films d'horreur et qu'il adorait également serrer tout contre lui son doudou, qu'il a toujours gardé. Mais tout de suite, l'histoire absolument poignante du photographe Stéphane de Bourgie. Stéphane qui a perdu sa femme, Véronique, lors de cette soirée terrible des attentats de novembre 2015. Véronique qu'il n'oubliera jamais. Nous non plus, on ne vous oublie pas sur Entre vous et moi. Vous êtes avec nous tout l'été et vous pouvez retrouver toutes nos interviews en vous abonnant sur notre chaîne. Un like, un commentaire et également en podcast. Bel été les amis, je vous embrasse. Tu évoques justement le deuxième drame de ta vie, qui est donc la mort, l'assassinat de ta femme, de Véronique, ma femme, ouais. Cette nuit horrible d'attentat parisien, 13 novembre 2015. Elle est dans un restaurant à la Belle Équipe et des terroristes lui tirent dessus comme sur toutes les personnes attablées. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, moi, en fait, j'étais à l'autre bout du monde. Je voyage jamais. Et là, pour un client que j'aime beaucoup, et j'étais en Chine. Et les attentats, c'était un vendredi soir, je crois, le 13 novembre. Oui. J'avais terminé ma première journée de shooting. J'avais pris un avion pour aller de Shanghai à Guangzhou. J'arrive à mon hôtel à Guangzhou. Il était 1h du matin, 2h du matin là-bas. Et je vois l'heure, 7h à Paris, je me dis, ok, j'appelle Véronique. Et elle me dit, ça va mon chéri? Je lui dis, bah oui, je suis arrivé hier, première journée de photos, ça s'est très bien passé, et tout. Et je lui dis, toi ça va, les enfants? Elle me dit, oui, les enfants ils sont en chambre, ils jouent. Et moi j'attends un couple d'amis qui venaient la rejoindre. Et elle me dit, on va dîner. Et bon, super, on papote 5 minutes, je lui dis, tout se passe très bien, bisous ma chérie, bonne soirée, et on se voit lundi. Voilà, et je raccroche. Et je sais pas, 2 heures après, un truc comme ça, j'étais vaguement endormi. J'ai un de mes frères qui lui était à Miami, qui était prévenu par, je sais pas, mes enfants, j'imagine. Ouais. Je me souviens plus très bien. Et qui m'appelle et qui me dit ah oui, moi je venais de me réveiller, c'est ça. Je venais de me réveiller, il devait être 7h du matin, parisien, enfin non, à Guangzhou, en Chine. Et je vois les infos, les attentats, tout ça, rue de Charonne, donc juste à côté de chez moi. Et là, je me dis, ouf, Véronique est restée dîner à la maison. C'est ce que j'avais compris quand elle m'a dit, je te laisse, les amis arrivent, on va dîner. Moi, j'ai cru qu'elle faisait bien la cuisine, je pensais que... Et là, je vois les nouvelles et je me dis, ouf, Véronique est restée à la maison. Et à ce moment-là, j'ai un coup de fil de mon frère qui m'appelle et qui me dit Stéphane, t'es au courant? Je lui dis bah oui, je vois tous les attentats à Paris là. Et il me dit non mais t'es au courant pour Véronique? Et je lui dis bah oui, je l'ai eu au téléphone, elle dînait à la maison avec des amis. Il me dit non, elle dînait pas à la maison. Et en fait, j'ai appris par ses amis après qui ont survécu que Véronique voulait les emmener dans un restaurant. Ils sont allés voir et il n'y avait plus de place. Et du coup, ils ont dit, bon ben, elle a dit, on va aller dans un autre que j'ai connu avec Stéphane il n'y a pas longtemps, qui est très sympa. C'était la Belle Équipe. Et tu vois à quoi ça tient? Et le mec est arrivé en plein milieu du dîner, et elle a voulu se cacher sous la table, elle s'est pris une balle et elle s'est écroulée. Quoi. Voilà. Et les 2 autres amis sont en vie, mais pour eux c'est très dur de survivre à un drame pareil. Quoi. Et voilà, et moi j'ai été donc prévenu par mon frère, le consulat m'a fait rentrer tout de suite, m'a payé un billet d'avion, et j'ai retrouvé mes enfants et mes frères et sœurs qui m'attendaient tous ici, et ça a été un moment, tu pars, t'as ta femme et tes 2 enfants, tu reviens, t'as plus que tes 2 enfants,
orphelin qu'on a adopté, qui se sentait enfin bien, aimé, génial, tu vois, et puis un connard leur flingue leur maman, quoi. Enfin voilà, l'horreur. Et là, comment j'ai tenu et pour mes enfants, et pour Véronique, et aussi par, encore une fois, l'éducation que j'ai eue. Et je pense que si mes enfants, aujourd'hui, qui ont 20 ans et 22 ans, s'ils tiennent, c'est qu'ils ont reçu tout cet amour de leur maman et de moi aussi, mais voilà. L'intelligence du cœur, ça te parle? Oui, l'intelligence du cœur. Vous savez, il y a Marcel Proust qui disait cette phrase, il dit la plus belle intelligence, c'est celle du cœur. Ou la gentillesse, c'est la plus belle des intelligences. Et souvent, gentil a été galvaudé. On dit, il est gentil, il est con. Moi, parfois, j'ai été un peu trop gentil aussi, attention. Mais il est gentil, donc il est un peu con. Pas du tout. Moi, je crois que la gentillesse, la bienveillance, c'est quand même quelque chose de magnifique. Et j'ai vu ça, j'ai vu des moments comme ça. J'ai vu ça chez Johnny. Il m'a fait des cadeaux de gentillesse. Jean-Paul, pareil, c'est des gens qui faisaient des... On est ému, hein. On est presque... Moi, quand je vais répéter Jean-Philippe, le film dans lequel je fais le héros qui a remplacé Johnny, moi, j'enregistre les chansons puisque je suis censé être la vedette. Donc, j'ai appris des chansons. On me demande de les répéter en playback parce que vous savez qu'au cinéma, on fait tout en playback. Mais avant, je les ai appris, je les ai enregistrés, badaboum, hein, ça rigole pas. Et donc, on me demande de venir au Stade de France reconstituer, comment dirais-je, à Villacoublay, à l'aérodrome de Villacoublay. Donc, j'arrive pour faire les labiales. Je m'habille en rocker, personne ne vient me voir. Pas de metteur en scène, personne, rien, pas de première assistance. J'arrive, je suis seul au monde. Sympa. On m'envoie le son. Il y a quelqu'un, on m'envoie le son, la musique. Bon, j'avais plein de trucs à faire et je m'entraîne à parler sur ma voix. Et ça dure quand même longtemps, mais je suis seul au monde, quoi. Personne n'est venu me voir, quoi. Alors, je me suis habillé dans ma loge, je dis pas bonjour, voilà comment ça se passe. Rien. Rien. Sympa, tu vois. Bon, la nuit tombe, tu vois, il est 22h, 23h, je repose le micro quand même, après 3 heures de répétition. Et là, j'entends. Je me rapproche de la fosse, où il n'y a donc personne. Dis-moi, Antoine, c'est vachement bien. Parce que tu fais bien. Il y a un seul truc que tu ne fais pas, c'est le pied, tu vois. Il faut que tu fasses comme ça, comme si tu écrasais un paquet de clopes. Alors, tu sais, moi, je dînais avec des amis à Marne, et puis à 10h30, je leur dis, écoutez, je suis désolé, mais je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille voir répéter mon ami Antoine. Oh là là. Alors, je suis venu. Il est déjà, rien que pour ça. On est resté 20 minutes ensemble, il est reparti à Marne-la-Coquette. Voilà. Ça, c'est Johnny. Personne ne peut savoir ça. C'est tellement bon d'entendre ça. Ça fait du bien. C'était des mecs, moi je suis parti 2 fois en vacances avec lui. Moi j'adore fumer des cigares. À un moment j'étais sur son bateau comme ça, je regardais là en Corse, et puis d'un coup je vois une main avec un cigare allumé. Johnny, mais qu'est-ce que c'est? Écoute, j'avais appris que tu aimais bien les cigares, alors je t'en ai commandé. Et puis comme pour te faire plaisir, je t'en ai allumé. Hein. Oh là 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 là. Voilà. C'est Johnny Hallyday, hein. On ne parle pas de Johnny Hallyday, on est d'accord. Intelligence du cœur. Et je suis seul avec lui sur le bateau, avec ma femme et les trucs. Et là, je suis tout seul avec lui. Bah, ça te fait plaisir. Et quand j'allais regarder les films dans sa salle de production à Marne-la-Coquette, ma femme parlait avec Laetitia, et puis moi, je venais avec les enfants. Elle me dit, oui, on va regarder un film. On regardait un film tous les deux, comme ça, dans sa salle, une vraie salle de cinéma. Puis bon, c'est comment il se levait pour aller pisser, je sais pas quoi. Puis il revenait avec des glaces. Il m'avait dépouillé une petite glace qu'il me tendait. Et il me dit, tiens, mange, c'est des Myco, mais c'est des Myco Light. Elles sont vachement bonnes. Alors, je dis, c'est gentil, Johnny. Alors on bouffait 2 Myco comme ça en regardant un film d'horreur, tous les deux. Et tu te dis, tu le regardes comme ça et tu fais, putain, mais c'est vrai que c'est Johnny quand même. Mais il oubliait qu'il était Johnny dès qu'il était dans la vraie vie. Quelque part, il oubliait qu'il était Johnny. C'est ça qui était merveilleux. Et comme disait Fabrice Lucchini, il réinventait les évidences. Mais vous êtes nombreux là, hein? Ah bah moi, je suis toujours nombreux. Hein. Tu sais, dans mon spectacle, on est 20. Hein. Et Bon. tout ça, je les fais tous revivre. Hein. Noiret, tous. Même Bakri est rentré il n'y a pas longtemps dans ce musée magnifique que je fais depuis 10 ans, où ils sont tous là avec moi. Et ils arrivent tous. Une petite parenthèse, évidemment, sur... alors tu vas le faire mieux que moi, hein. Polo Gatineau. Ah bah Polo Gatineau. Camping. Camping. Bah, Polo Gatineau, ça fait partie de mes rôles à vie. Vous savez, les acteurs, à la fin d'une carrière, je ne dis pas que c'est encore mon cas, mais on est quelques films. Mais souvent, on est réduit à quelques films. Moi, ce sera jusqu'à la fin de ma vie, Polo Gatineau.
parce que c'est un carton énorme. C'est Polo, c'est le bouffeur de Minou. Et j'ai ça, et j'ai d'autres rôles bien sûr, mais c'est avant tout ça, et le commissaire Larosière, qui a été un gros carton. J'ai un peu ces deux trucs, ces deux phares-là. Mais Polo, c'est toute la journée. Et tu en es fier de ça? Mais oui, parce que j'aime beaucoup ce personnage. Et puis que, vous savez, dans une carrière d'acteur, on fait peu de gros succès. C'est très rare les gros succès. Donc quand vous avez un gros succès, il ne faut pas cracher dessus. Ça fait partie de ma vie. On dira toujours, le campeur, si demain je mourrais, il y aurait là peut-être un petit truc, peut-être, hein, j'en sais rien, le soir au journal, et on dirait, tiens, l'acteur populaire Antoine Duléry, le fameux Polo Gatineau, on parlerait de ça. Tu nous le fais un peu là, Polo? Ben, non, c'est moi. Je peux pas le faire parce que c'est moi. Tu dis pas forcément. Ah ben non, c'est bouffeur de Minou. C'est toi, ça? À part les rires, quoi. Il y avait un côté un peu comme ça. J'ai essayé tu vois, le côté sympa, gentil, justement, c'est Polo, quoi. Ouais. C'est Polo, quoi, c'est le bouffeur de Minou. Je ne connais pas de Bunny. Avec Mathilde, la fameuse scène, ça là, on m'en parle tout le temps. Donc on m'appelle Polo, on m'arrête dans la rue, on m'appelle Gatineau et le bouffeur de Minou. Donc moi, mon fils, Raphaël, qui a maintenant 26 ans, quand il avait 9 ans, puisque le film date de 2005, tout le monde m'appelait le bouffeur de Minou. Et j'étais dans la rue avec Raphaël, qui me disait, qu'est-ce que c'est qu'un bouffeur de Minou? Je t'expliquerai. Et alors, 10 ans se passent, il a 19 ans, et il me dit, papa, je voudrais aller à Verdun, pour voir les scènes de bataille, tout ça. Je dis, très bien, mon fils, on y va, comme ça, on va passer 2 jours en tête à tête, et on va visiter Verdun. Et donc, on visite le musée de Verdun, qui est quand même un musée fort, hein. C'est pas gai, hein. Les gueules cassées, les mecs qui hurlent, enfin, tu vois. Et là, il y a un mec de 40 ans, il est avec ses parents, et je vois qu'il me reconnaît. Et là, dans le musée, il fait « Oh, papa, maman, le pineur !» Parce que dans le musée. Parce que dans le numéro 2, ou dans le numéro 1, Mathilde dit « Mon mari est un pineur !» Parce qu'elle m'a surpris. Ça. Donc mon fils à moi, me regarde et me dit « Papa, c'est vraiment ton public. » Donc toute sa vie, il a entendu le bouffeur de Minou, le pineur, et sinon Polo. L'affaire Daval, que tout le monde connaît, Ouais. qui avait défrayé la chronique à Ouais. l'époque, donc cet homme qui avait pleuré Ouais. la disparition de sa femme, est-ce que toi, en le voyant à la télé, tu savais qu'il mentait? Alors, je ne savais pas forcément qu'il mentait, mais je peux t'en parler parce que c'est marrant, je suis en train d'écrire sur ce sujet-là, dans la nouvelle édition d'un autre ouvrage où je parle de cette affaire-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'animais une formation sur la détection du mensonge et les participants me sollicitent en me disant Marouane, donc il me tutoyait, qu'est-ce que tu penses de Jonathan Daval? Et donc, du coup, quand j'ai regardé la vidéo, je leur ai dit l'émotion, elle est simulée. Pourquoi? Parce que la tristesse, c'est 3 muscles qui sont activés sur le visage. Considère qu'il y a 45 muscles sur ton visage qui te permettent de modéliser plus de 10 000 expressions faciales différentes. Mais il existe 7 expressions d'émotions universelles. La peur, la colère, le mépris, le dégoût, la joie, la tristesse et tout ça. Et en fait, comment se traduit la tristesse? C'est simple, c'est le muscle 1, le muscle 4 et le muscle 15. Voilà. Donc pour faire simple, les pointes internes des sourcils remontent, d'accord? Voilà, ce qui va produire des rides au centre du front et les commissures des lèvres vont être tirées vers le bas et un affaissement global du visage. Et en fait, si je t'invite à regarder du coup Jonathan Daval, je la montre maintenant cette vidéo dans mes masterclass, c'est que quand tu le vois, il pleure, les pointes internes ne remontent pas. Okay? Donc on sait que la tristesse est simulée. Pourquoi? Parce que quand tu es réellement triste, c'est une expression d'émotion universelle, les pointes internes des sourcils remontent nécessairement. Même des tribus papous en Nouvelle-Guinée, on les a observées, c'est exactement la même chose. Et donc, je voyais que l'émotion qu'il affichait n'était pas forcément l'émotion qu'il ressentait. Donc la tristesse était simulée. Donc c'est là-dessus que je me suis engagé auprès des participants en disant, voilà, je vois que la tristesse est simulée. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il a tué sa femme. Parce qu'encore une fois, moi j'ai vécu des cas où les gens mentaient sur l'émotion, mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient tué leur conjoint. Et donc ça c'est le travail évidemment des enquêteurs. Donc moi je ne vais pas rentrer évidemment à ce niveau-là. Mais je pouvais voir que l'émotion était simulée. Donc il y a beaucoup de travail d'analyse tout à fait, pour apprendre également le corps humain, les muscles, etc. Ouais. Donc il y a une vraie approche, j'allais dire, corporelle. Et scientifique, C'est ça. On va jouer à un petit jeu. Est-ce que toi tu es capable, par exemple, parmi les 3 personnes qui sont là, donc Franck, Ibo ou Camille, qui est celui potentiellement qui pourrait mentir le plus facilement? Est-ce que toi, tu arrives à voir comme ça, quand tu regardes un visage, qu'est-ce que tu vois en fait? Alors en fait, ça c'est presque impossible à voir. Pourquoi? Parce que
il faudrait que je puisse au moins passer 5-10 minutes avec eux pour établir leur baseline, c'est-à-dire leur comportement de base dans une situation dénuée de stress. Okay. Principe d'un interrogatoire ou d'une négo, on parlera de tout, sauf de sujets incriminants, et je les ferai parler d'eux. Les gens adorent parler d'eux, donc il faut juste remettre des pièces au compteur. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, le fait, quand ils vont me parler, je vais enregistrer pas mal de choses au niveau du verbal, du paraverbal et du non-verbal. Okay, donc ça va rien me donner en soi, ça va simplement me donner leur comportement habituel. Okay, ils n'auront pas de prédisposition à mentir ou ce genre de choses. Encore une fois, ça pour le coup, ce serait du charlatanisme. Maintenant, sur des sujets impliquants, voilà, je vais leur faire passer un tout petit interrogatoire. Si je vois des écarts par rapport à leur baseline, donc du coup, je vais creuser en conséquence parce que ce seront évidemment des indices de tromperie potentiels pour moi. Ouais, vous avez eu les pétaches là? Et là, par exemple, si moi je te donne 3 assertions avec une vérité, est-ce que si moi je te l'ai dit là, tu es capable de voir quelque chose? Ce sera presque impossible, tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. En fait, pour détecter le mensonge, il faut qu'il y ait un enjeu. Sans enjeu, c'est presque impossible. Si je te dis par exemple, voilà, tu as un beau haut, voilà, ce sera impossible que tu saches si j'ai la vérité ou pas. En fait, donc si je te dis que j'ai 23 ans, est-ce que j'ai bougé quelque chose? Non, mais tu l'as fait par contre. C'est ça bonne réponse. J'adore les négociateurs. Mais c'est vrai qu'en fait, l'enjeu est déterminant. C'est ça. Et parce que, encore une fois, et c'est le principe aussi, par exemple, du poker. Le poker, c'est un jeu de psychologie, de bluff, d'argent. Mais si on joue des allumettes, on a autant de chances de gagner l'un que l'autre. Maintenant, si on avance chacun, on va dire 20 ou 30 000 $, mes chances peut-être de gagner vont augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'enjeu. Et un enjeu, c'est quoi? C'est une perte potentielle ou un gain potentiel pour quelqu'un. Alors, le problème, c'est que moi, je ne mange jamais. Donc, évidemment, et l'équipe non plus. Alors, très bien. Voilà. Alors, les études scientifiques montrent qu'on ment entre 2 et 20 fois par jour. Par jour? Ouais. Ah ben, je te demande est-ce que ça va? Même si ça ne va pas, tu me diras oui. La plupart sont des mensonges blancs, mais ils restent acceptables et ils font partie du tissu social. Ou des oublis, on ne dit pas tout. Exactement, l'omission. Né à Annecy, donc tu reviens dans le Nord où tes parents habitent et travaillent. Papa et maman font quoi? Alors, ma mère ne travaillait pas, enfin c'était mère au foyer. Travail? Oui, oui, voilà. Et mon père travaillait dans le câblage téléphonique. Quel genre de gamin? Quel genre d'enfant? Est-ce que tu aimais justement jouer à te faire peur? Est-ce que tu regardais des films d'horreur style... moi, je me souviens exactement de Vendredi 13, ah, etc. Oui. C'était quoi? Mais complètement, c'était vraiment... toute mon adolescence, c'était ça. C'est ça. Gamin très réservé, introverti. Je le suis encore un peu, d'ailleurs. Ça. Timide? Oui, très timide. Presque maladif. C'était... Et je me réfugiais justement dans ces films d'horreur, dans les livres d'horreur aussi. Enfin, c'était l'endroit où je me sentais attiré par ce genre qui m'effrayait complètement, de vibrer comme ça, de ressentir le frisson. Mais j'étais pas loin d'être terrorisé en fait, c'est-à-dire jeune adolescent, vers 13 ans, on veut se confronter à la peur en fait. Ça fait partie de l'adolescence. De se dire, moi je peux affronter ça, toi tu peux pas. Enfin, il y a cette compétition permanente entre les ados et moi je voulais me confronter justement. Enfin, mon moyen de me confronter à la peur, c'était de regarder des films comme ça d'horreur. Vendredi 13 m'a bien traumatisé, Les Griffes de la Nuit, L'Exorciste. Oh là là, je m'en souviens. Mais il me fait encore frissonner quand je le vois maintenant parce que je pense que j'étais pas loin du traumatisme tellement. Enfin, j'allais me coucher, j'avais peur d'aller me coucher, je mettais les draps au-dessus de ma tête tellement j'avais peur en enlevant les draps que j'allais de voir des espèces de diables comme ça. C'était pour te rassurer, pour te dire je peux affronter ça? Oui, alors c'est mon analyse maintenant. Ouais. Alors, quand on est ado, on ne pense pas du tout à ça. Mais ce qui était incroyable, c'était que je savais que j'allais avoir peur, en fait, que j'allais avoir les pétoches pendant des semaines et des mois, et pourtant je ne pouvais pas m'empêcher de les regarder, ces films, de me confronter. Donc ça m'a beaucoup perturbé, j'ai fait beaucoup de cauchemars quand j'étais ado. Jusqu'à, je dirais, 29 ans, j'ai fait des cauchemars en fait. C'est pour ça que tu gardes ton doudou dans ta... dans ta quoi? Dans ton meuble? Oui, je l'ai encore. Les doudous, il y a toujours un rapport particulier avec les doudous, qui est
J'ai un doudou. Lune, c'est ça? Oui, une- Genre, Ah oui, ouais, en fait, c'est j'ai le une doudou que j'ai eu. photo, hein. Une photo. Hein. J'ai On des est photos obligé. de moi quand je suis dans le berceau, il était là en fait. Puis le doudou, on dort très longtemps avec. Ouais. Et quand on est un garçon, c'est terrible parce que quand on commence à avoir 15 ans et qu'on a encore le doudou, on se dit bon, il y a un problème. On cache dans la bibliothèque. On le cache, mais il reste là en fait. Mais je l'ai toujours gardé quand j'ai déménagé. Voilà, il est un peu abîmé quand même. Maintenant, mais. C'est rare de le garder. Ouais, mais c'est tellement un souvenir fort en fait. Ça, je veux dire, c'est un objet qui nous accompagne depuis quasiment notre naissance. Donc pourquoi s'en débarrasser en fait? Il est plein de souvenirs. Tout est lié à ce doudou. Donc, et c'est vrai que c'est important la partie émotionnelle, de ne pas jouer qu'avec les peurs. Ouais. C'est un peu encore une fois, je parle d'une montagne russe, mais c'est vraiment une partition. Et ça, j'ai appris en écrivant qu'il ne faut pas qu'il y ait que de la terreur, de la peur, de la violence. Il faut aussi beaucoup d'émotions. En fait, Et un peu d'espoir. oui, de l'espoir aussi. Alors ça, les lecteurs me l'ont appris. C'est Dans ça, les l'humanité lecteurs qui aussi. me l'ont dit. À très vite pour un nouveau best-of. On se retrouve tout l'été sur la chaîne Entre vous et moi, mais également en podcast. Merci de vous abonner, de laisser un like et un petit commentaire. Ça fait un bien fou de vous lire. Très bel été à vous.